Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rendez-vous du soir. Rendez-vous du soir au menu de cette émission. Nous allons parler de la gestion de la commune de Kinshasa. Quand je dis la commune de Kinshasa, allez-y comprendre que je reçois pour vous Maître Bienvenu Mbalibi, qui est le bourgmestre de cette commune. Bonsoir Maître. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Merci bien. Nous allons parler de la gestion de la commune, je le disais tout à l'heure, mais également quelle politique mettre en place pour lutter contre des antivaleurs tels que le phénomène Kuluna et le phénomène enlèvement qui fait son plein, qui bat son plein à travers la capitale ces derniers temps, mais également le processus électoral. L'actualité oblige. Nous parlons avec Maître Bienvenu Mbalibi. Je rappelle qu'il est le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Maître, comment va la commune? La commune mère de Kinshasa va bien. Va très bien. Je ne dis pas très bien, elle va bien. Cette commune compte combien de quartiers, d'avenues et tout ça? Notre commune a 7 quartiers. Nous avons le quartier Diallo, Madimba, Aketi, Boyoma, Nwaka, Pende. D'accord. Donc ça va de quel quartier jusqu'où? Parce que vous êtes serré avec la commune de Barumbu, c'est ça? Oui. Nous avons la commune de Barumbu d'un côté, la commune de Lingwala de l'autre, la commune de Gombe et la commune de Kasavubu, ainsi que la commune de Kalamu. Ce sont les communes qui font frontière avec la commune de Kinshasa. Alors, vous connaissez toutes vos frontières. Vous n'entrez pas dans d'autres communes pour dire que cette avenue se part et tout ça. Nous avons, vous avez vos limites. Nous avons l'avenue Bokassa, aujourd'hui Luambo Makiadi, qui sépare la commune de Kinshasa de la commune de Barumbu. Il y a l'avenue des Huileries, qui sépare la commune de Lingwala de la commune de Kinshasa. Il y a Lualaba, qui sépare la commune de Kinshasa de la commune de la Gombe. Et de l'autre côté, il y a une rigole qui sépare la commune de Kinshasa de la commune de Kalamu ainsi que de la commune de Kasavubu. Alors, ça fait combien de temps que vous gérez cette commune? Je suis à la tête de la commune de Kinshasa depuis le 3 janvier 2023. Donc, ça fait 6 mois pratiquement que je suis à la tête de la commune mère de Kinshasa. C'est vrai que ça fait 6 mois, mais vous savez déjà quel est le problème qui dérange souvent les habitants de cette commune? Bien sûr, bien sûr. Hein, bien sûr. Déjà, avant d'être bourgmestre, de la commune de Kinshasa, donc je connais les problèmes. J'habitais la commune de Kinshasa et j'en connais les problèmes. C'est quoi? En fait, vous pouvez nous citer quelques doléances que les habitants viennent souvent vous voir. Il y a les grands problèmes d'insalubrité. Vous savez, avant d'en citer d'autres, vous savez que la commune de Kinshasa est celle qui reçoit pratiquement ceux qui viennent, les personnes qui viennent de 23 autres communes. Et cet afflux-là ne manque pas de conséquences. Les gens utilisent de l'eau sachet, utilisent de l'eau en bouteille en plastique, ils utilisent des papiers mouchoirs. Tous ces déchets-là, ils les laissent la commune de Kinshasa. Et nous avons le malheureux devoir d'évacuer tous ces déchets, toutes ces immondices-là. Donc c'est un problème réel qui dérange pas mal les habitants de la commune de Kinshasa. Il y a le phénomène Kuluna. Il y a le phénomène Kuluna, il y a le phénomène Bombay. Bombay, vous connaissez bien ces trucs-là qui dérangent la population de la commune de Kinshasa. Donc voilà
les grands problèmes qui dérangent ma population, à part les petites autres, bon, l'état des routes et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on appelle le Zando, ça émane de votre juridiction? Non, non. Zando, c'est-à-dire le marché central, n'est pas dans la commune de Kinshasa. D'accord. Mais il y a un marché à côté, là? Oui, oui. Juste à côté du marché central, il y a le marché Kato. Le marché Kato. Qui est un marché municipal, donc qui dépend de la commune de Kinshasa. D'accord. Alors, vous venez de citer le problème qui ronge la population de la commune de Kinshasa. Entre autres, vous avez parlé de l'insalubrité. Oui. Nous voyons avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a initié le phénomène Kinbopeto. Il y a eu aussi ces vents-là à Kinshasa où on a cassé, on a détruit des constructions anarchiques. Vous étiez dans la délégation et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce phénomène, en fait, de ce qui se passait là? Est-ce qu'il y a eu réparation? Est-ce qu'il y a eu un peu de mouvement? C'est-à-dire que comme on a cassé, il n'y a pas de gens qui se sont permis de reconstruire? Merci madame pour la question. Je commencerai d'abord par féliciter son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. J'ai cité Jean-Titing Bilambaka pour sa vision, qui rentre dans la vision du chef de l'État, Kinbopeto. Okay. Ça fait 4 ans pratiquement que cette vision du numéro 1, du premier citoyen de la ville est en marche et cela donne des résultats. À moins qu'on soit aveugle, mais cela donne des résultats. Vous avez parlé de la destruction des constructions anarchiques. C'est dans l'opération Coup de poing qui a été lancée par l'exécutif urbain de la ville de Kinshasa. Mais ça se faisait dans les normes, suivant les normes, suivant les règles de l'art. C'est-à-dire quoi? Avant qu'on procède à la démolition de ces constructions anarchiques, les propriétaires de ces édifices-là, de ces maisons-là, étaient prévenus. Okay. On leur envoyait des mises en demeure pour qu'ils prennent toutes les dispositions. D'ailleurs, il leur était demandé à eux-mêmes de démolir avant qu'on puisse venir démolir avec des engins. Ceux qui pouvaient le faire d'eux-mêmes le faisaient. Et ceux qui étaient des récalcitrants, eh bien, les engins de l'hôtel de ville passaient pour démolir afin de remettre les emprises publiques dans leur état. Voilà. Mais vous savez que c'était vraiment, comment on peut dire, de la désolation, parce que vous savez, quelqu'un qui a construit sa maison commerciale, c'est ce qui lui fait manger du jour le jour, on peut dire ça comme ça, mais d'emblée comme ça, démolition totale. Est-ce que vous avez pensé à rémunérer un peu ces gens-là, c'est-à-dire donner quelque chose pour qu'ils puissent quitter l'endroit et puis laisser? Madame, vous avez pensé à ça? Vous avez parlé des constructions anarchiques. Quelqu'un qui a violé la loi et on va le primer, on va lui donner quelque chose? Non. Mais vous pensez que ce sont des vies de gens, pensez-vous, Moto Azakarane Loko, qui faisait qu'il paye le frais scolaire pour ses enfants, manger, payer le loyer de sa maison. Un jour, il se réveille et puis tout est cassé. Madame, comment cette personne va se relancer? Madame, ses enfants vont devenir des koulounas qu'on est en train de déplorer aujourd'hui. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Hein? Les œufs, tout le monde adore. Hein? Mais lorsqu'on a besoin des omelettes, on est obligé de casser les œufs. Donc, nous voulons que notre ville de Kinshasa redevienne ce qu'elle était avant, Kin la Belle. Mais on doit la dépouiller de toutes les constructions anarchiques. C'est vrai que ça peut faire mal, mais remontons. Avant qu'on ait ces constructions anarchiques-là, ces personnes savaient que c'était des emprises publiques. Mais elles se sont entêtées à construire anarchiquement. Alors l'autorité veut remettre de l'ordre. Vous voulez que l'autorité puisse primer ces personnes-là qui ont violé la loi? Je dis non. Non. D'accord. Vous dites non. Mais on a constaté quelque chose dans cette opération. Il y a d'autres maisons où vous sautez. Vous cassez ici, là-bas parce que c'est la maison d'un général. Donc peut-être qu'il a parlé avec vous, il vous connaît mieux. Il vous dit, mon cher, tu sais, bon, nous on se connaît, vous sautez. C'est ça qu'on nous a appris. Nous sommes journalistes, hein, nous descendons sur le terrain. Il y avait 2 poids, 2 mesures. Madame, ça n'engage que vous.
Hein, ces propos-là n'engagent que vous. Moi, j'ai participé à 2 reprises lorsque il fallait démolir sur Nyangwe. Parce qu'on devait commencer sur l'avenue des Huileries. Et comme la commune de Kinshasa était concernée, j'étais de la délégation. Et nous sommes entrés sur l'avenue Nyangwe avec nos chefs. J'ai vu comment l'opération a eu lieu. Je n'ai pas vu des gens négocier. Il n'y avait pas de négociation? Non. La deuxième fois, c'était à Barumbo. On a commencé... il n'y avait pas de coup de fil qui... On vous appelle par un coup de fil, voilà, vous savez que là, c'est mon neveu. En tout cas, les 2 fois où j'ai participé, je n'ai rien vu. Ni négociation, ni coup de fil qui pouvait retentir auprès de l'autorité pour dire non, laissez là-bas. Non. Non. Et l'opération s'est bien passée. Et moi, je crois, nous avons des chefs à la tête de la ville de Kinshasa, des personnes responsables. Des personnes responsables et qui, lorsqu'ils ont pris la décision de démolir, ils ont pratiquement pris toutes les dispositions. Donc, je ne vois pas des gens qui puissent venir leur dire non, ici ne cassez pas et qu'ils acceptent. Non. Ça n'engage que vous, en tout cas. Ça n'engage que moi. Oh oui, ça n'engage que vous. Ok, alors, maître, c'est vrai que vous avez dit que vous n'avez pas vu. Nous, on nous a laissé entendre ça. Aujourd'hui, vous dites qu'il n'y en avait pas. Vous avez cassé s'il fallait casser, même si c'était la maison de qui que ce soit, vous le cassez. Et après, il y a eu suivi. Est-ce que vous êtes rentré pour voir si... Parce qu'on en a vu, hein, on casse aujourd'hui, vous partez, après quelques jours, la personne reconstruit. Vous avez eu le temps de faire le suivi? Bon, en tout cas, en ce qui concerne ma commune, c'était juste des histoires comme les kiosques et ainsi de suite. Et là, je peux affirmer, sans peur d'être contredit, que les gens ne sont plus rentrés replacer ces histoires-là. Et je fais le suivi régulièrement. Alors, parlons de l'insalubrité que vous avez évoquée tout à l'heure. Et quelle est la politique que vous mettez en place justement pour redorer l'image de la commune? Parce qu'on a tendance de voir aujourd'hui, vous pouvez appeler ceux qui font le caniveau, comment on les appelle? Les éboueurs. Voilà, les éboueurs. Ils font sortir les histoires dans le caniveau. On les laisse là pendant tout un mois. Lorsque les gens passent par là, ça rentre encore dans les caniveaux. Comment vous faites alors pour gérer tout ça? Qu'est-ce qui se passe? On le fait le matin, après un mois, il n'y a pas de suivi. Merci madame. Quand je suis arrivé à la tête de la commune de Kinshasa, j'ai parlé à ma population. J'ai donné les 2 axes principaux, la lutte contre l'insalubrité, la lutte contre l'insécurité. Il fallait maintenant des stratégies pour mener à bien cette lutte-là. En ce qui concerne la lutte contre l'insalubrité, il fallait mettre sur pied une brigade. Une brigade pour nous aider, que nous avons appelée la brigade d'assainissement de la commune de Kinshasa, avec comme mission de sensibiliser la population, de constater les infractions contre l'environnement et de faire ces gens devant les autorités compétentes pour qu'elles puissent subir, ces personnes-là, pour qu'elles subissent la rigueur de la loi. Et cette politique que nous avons mise sur pied est en train de donner des fruits. Vous avez parlé du curage des caniveaux. Le curage de caniveaux, surtout ça. Ouais. C'est tout ce qu'on remarque chaque jour dans les communes. Madame, la commune de Kinshasa a la particularité d'avoir les caniveaux des grandes artères bouchés. Vraiment. Et depuis des années. C'est pourquoi lorsqu'il y a pluie, ce sont des inondations. Ce sont des graves inondations. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit on commence d'abord par lutter contre ces bouchages de caniveaux. Nous avons mis en place notre équipe, une équipe forte, qui a commencé à curer, à déboucher tous ces caniveaux-là, le long des grandes artères, Kabambar, Kabinda, Kasavubo, Huileries et ainsi de suite. Et c'est vrai, lorsqu'on sort ces immondices des caniveaux, vous savez, non, mais pourquoi? Parce que vous devez savoir que ces déchets qui sortent des caniveaux contiennent beaucoup d'eau. Il faut laisser d'abord ces immondices sécher. À peu près combien de jours?
Bon, en tout cas, le maximum, c'est une semaine. Le maximum, c'est une semaine. Okay. Parce qu'on ne peut pas venir évacuer avec toute la boue qui contient de l'eau, ainsi de suite. On laisse sécher 3, 4, 5 jours, en tout cas, tout au plus une semaine après, on vient évacuer. C'est ça. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure là, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. On ne peut pas vouloir manger les omelettes et refuser de casser les œufs. Donc, lorsqu'on cure les caniveaux, et bien entendu, on doit sortir les immondices, les déchets. Et la population doit supporter que ces déchets-là sortent. Les problèmes se posent lorsque ça traîne pendant autant de semaines, pendant un mois. Là, vous ça voyez pose les problème. choses qui étaient dehors rentrer encore dans les caniveaux. Ah, bien sûr. Bon, mais nous luttons contre cela. Okay. Mais ne pensez pas que lorsqu'on a curé et que vous venez voir encore des déchets là-bas dedans, que forcément ça vient des immondices qu'on a sortis là. C'est plutôt la population, avec les antivaleurs. Vous avez parlé des antivaleurs là? Oui. Tu as quelqu'un qui boit son eau contenue et qui jette la bouteille vide en plastique là dans les caniveaux. Est-ce que vous savez que dans nos communes, il n'y a pas de poubelle publique? Dites-moi, à Kinshasa, Willery ici, c'est vrai. Où se trouve le poubelle public? Ça, c'est vrai. La personne qui boit le jus, il fait quoi? Il garde ça jusqu'à sa maison? Ou comment on fait? Il y a quand même des poubelles. Ce n'est pas en grande quantité, il y en a quand même. Mais vous savez, j'étais à l'université et un de nos professeurs nous a raconté une histoire. Il est parti dans un pays occidental. Alors, son ami originaire de ce pays-là est venu l'accueillir. Il était chez lui en séjour. Alors, ils sont allés se promener, ils faisaient les 100 pas. Ils ont acheté des bananes. Et en cours de route, ils mangeaient. Les professeurs, avec tout ce qu'il avait comme antivaleur ici, lorsqu'il mange une banane et jette. Mais son ami continue à garder jusqu'à ce qu'il trouve une poubelle et il jette. Mais nous gênons. Nous gênons de garder comme ça là, pour aller jeter dans une poubelle. Mais vous allez faire des distances. C'est vrai que peut-être le professeur, on fait pas une longue distance pour trouver une poubelle publique. Mais chez nous, quand vous êtes ici, là, nous sommes sur Mont des Arts, pour aller jusqu'à Willery, est-ce qu'il y a une poubelle publique? Alors, empêchez-vous de prendre quelque chose dans cette distance-là. Comment ça? Empêchez-vous de prendre... ne pas prendre de l'eau, de ne pas prendre de bananes. Si vous acceptez de prendre, acceptez aussi de garder cela jusqu'à ce que vous allez trouver une poubelle. Ça, je vais aller avec ça chez moi, parce que je n'aurais pas trouvé. Mais qu'est-ce qui manque à ce que vous puissiez mettre de poubelles publiques dans les communes? Non, il y a des projets que nous, par exemple, dans notre commune, il y a un projet que nous avons élaboré. Bon, ça s'inscrit dans la durée, hein, et il faut trouver un peu de financement et ainsi de suite, mais il y a un projet que nous avons fait. C'est un souci majeur pour nous. Un souci majeur, nous voulons vraiment placer des poubelles dans des carrefours, dans des lieux à forte affluence, mais ça demande aussi des moyens et nous sommes en train de nous y atteler. D'accord, c'est vrai que ça demande des moyens. Et puis l'évacuation ne pose pas poser problème. Ces camions-là qui viennent pour évacuer, ben, ça c'est tout un problème. Je suis passé l'autre jour, la commune de Kitambo, je pense, vers Camp Babylone, là. Mais c'est sérieux là. Ben, vous savez que l'assainissement en général a un coût. Hein, a un coût. Les gens ont tendance à banaliser cela, à minimiser cela. Ça a un coût. Vous savez, pour louer par exemple un engin, pour essayer d'évacuer. Vous avez un tracteur. Vous avez un tracteur pour vous donner aux communes, tout ça. Je vous dis que ça a un coût. Hein. Nous avons 24 communes. Bah oui, ne fait-ce qu'un camion pour chaque commune. Mais il y a, au niveau de la ville, ici, il y a une régie qui se charge de ça, la Raskin, qui a quand même quelques engins. Mais la ville est tellement vaste qu'il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Mais déjà, lorsque vous prenez la commune, lorsqu'elle prend l'initiative de louer l'engin, un tracteur, pour 8 heures, c'est $600. Et il faut ajouter 100 ou 150 litres de carburant. Vous pouvez nous dire que vous n'en avez pas. La commune n'a pas $800. Ça, c'est un jour que vous louez. Bah oui. La commune n'a pas $800 chaque jour.
Ou tous les 2 jours. Les mariages que vous célébrez tous les jours. Dites-moi, il y a des frais qu'on paye. Il y a des attestations de, je sais pas, bonne vie et mœurs et tout ça. Ce sont des frais qui entrent dans la commune comme ça. Madame, il y a les partenariats publics-privés en ce qui concerne les documents de l'état civil. Tout ça. Et, oui, l'état civil de la population au niveau de la commune. Il y a une société qui a gagné le marché, c'est Afrique Digitale. Et il y a l'hôtel de ville, il y a la commune. Donc, si vous avez par exemple... C'est un peu compliqué. Voilà. Je comprends. Vous comprenez. D'accord. Alors, nous passons à cette étape de l'insalubrité. Vous avez également parlé de l'insécurité. Oui, oui. La politique que vous mettez en place. C'est vrai que dans le temps, nous avons connu la commune de Kinshasa comme victoire aujourd'hui. Tu ne peux pas te promener avec une perruque, on te l'arrache. Le téléphone, tu es en train de parler, et puis c'est parti. Mais aujourd'hui, quand même, vous pouvez vous mettre sur Willery, vous causez tout bonnement. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de calmer? Madame, je suis content que cela vienne de vous, journaliste, parce que c'est que vous n'allez pas avancer des propos comme ça là sans vérifier. Bah oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la commune mère de Kinshasa, les phénomènes Kuluna, en particulier l'insécurité en général, a sensiblement baissé. Sensiblement baissé. Vous avez fait quoi? Quelle est la politique? C'est d'abord la politique de proximité. Je suis trop proche de la population. Je parle régulièrement à la population. Vous avez le temps de sillonner le quartier? Moi, en tout cas, si je ne suis pas malade, c'est chaque matin, parce que j'habite ma commune. C'est chaque matin. Et vous pouvez vérifier auprès de la population. Chaque matin que je commence par la ronde de quartier, je suis en jogging et tout ça. Je fais la ronde, je prends la température de ma commune. Je parle avec la population. Et la population m'approche facilement. Il n'y a pas de barrière. Si on se met sur Willery, on demande, Yaya, oui, comment Bourgoumestre Nabino? Il y a combien à Kinshasa? Ils vont vous reconnaître. Comme il y a Mbalibi, mais il y a bienvenue, en tout cas beaucoup le savent. Oyebi et Longia Bourgmestre, Nayebi très bien, ils peuvent vous décrire, parce que régulièrement je suis avec eux. Régulièrement. Voilà. C'est ça que je m'étonne que les gens vous connaissent. Très bien. Je dis que chaque matin. Donc, so il est 7 heures, nanda kulanga okutangate. Pour te dire que Bourgmestre c'est au quel jour à mariage. So OK, no money. Moi, vous venez à 7 heures, vous ne me trouvez pas chez moi à la maison. Je fais la ronde de mes quartiers. J'ai choisi un quartier au hasard comme ça et je vais, je vois l'état de la salubrité, je parle avec des gens. Pendant 1 heure, et ainsi de suite, je rentre, je me prépare pour aller au bureau. Donc, on vous aborde facilement? Très facilement. Oui, pas de barrière. Et moi, donc, barrière. Donc, il n'y a pas, non, tu vois, il ne reçoit pas aujourd'hui. Il faut parler avec son secrétaire, il faut prendre rendez-vous. Vous avez le temps de côtoyer ma population, c'est que le bourgmestre, c'est vrai qu'il a des jours des audiences, mais même en dehors des jours d'audience, vous avez un problème, vous posez aux collaborateurs, ils m'abordent facilement, je reçois. Vous avez le temps d'écouter votre population? Très facilement. De marcher dans le quartier? D'ailleurs, quand je fais la ronde comme ça, là, mais les gens m'accompagnent. Les gens m'accompagnent et ils me font voir là où il y a des petits problèmes et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un mariage entre la population de la commune de Kinshasa et moi. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, je vous encourage dans ce sens-là. Merci bien, madame. Bourgmestre de la commune de Binata, l'examen d'État. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, tu vas reconnaître. Oui, ça doit prendre aussi du temps, hein. Vous savez, c'est pas tout le temps qu'on est à la télévision pour donner chaque fois les noms que les gens sachent. Même dans votre juridiction, les gens reconnaissent que c'est celui-là notre bourgmestre. Oui, les gens connaissent. Les Kanabutu, pas bienvenue. Boni. C'est ça. D'accord. Alors, c'est vrai, coup de chapeau, vous avez fait de votre mieux pour baisser le taux de criminalité, c'est vrai? Donc, c'est cette politique-là de proximité. Il y a la sensibilisation et avec tous les services de sécurité,
on a une franche collaboration. Okay. Et chaque fois qu'il y a un problème, ils interviennent. Je fais appel à eux, ils interviennent. Et cette collaboration fait que ces phénomènes-là puissent vraiment baisser sensiblement. Alors, vous avez une jeunesse, c'est vrai, dans la commune. Quelle est votre approche avec cette jeunesse? Vous faites quoi? Est-ce que vous organisez des trucs qui les intéressent ou comment? Chaque fois, nous avons des réunions. De rencontres. Des réunions, des rencontres, d'abord avec les bureaux du conseil communal de la jeunesse. On examine qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes et ainsi de suite. Bon, il y a aussi des associations des jeunes qui nous approchent pour nous proposer des activités, ainsi de suite, des sportifs et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je vais vous faire rire. Aujourd'hui, par exemple, je faisais la ronde des services au niveau de la commune. J'arrive au bureau du conseil communal de la jeunesse. Je dis, bon, je suis en train de faire la ronde. Allez, je dis, ah, Excellence, aujourd'hui, nous allons vous accompagner dans tous ces services où vous passez. Donc, c'est pour dire vraiment qu'il y a une très franche collaboration avec la jeunesse de ma commune. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez que cette jeunesse fasse pour vous plaire? Ou soit la population, qu'ils ne fassent pas, en fait, qu'ils ne sont pas encore en train de faire? La jeunesse en particulier, la population de la commune de Kinshasa en général, ce que je leur demande, c'est d'abandonner d'abord les antivaleurs, les mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes. Vous prenez les ordures de la maison, vous venez les jeter dans les caniveaux. Ce sont des antivaleurs. Les bagarres inutiles. Parmi les jeunes, nous voulons plutôt inculquer à nos jeunes l'esprit de fraternité, d'amitié, de convivialité. Lorsqu'ils se retrouvent, qu'ils se sentent être en famille. La famille, c'est la commune de Kinshasa. Donc, c'est ce que nous demandons, le Bomoko là. Il y a d'ailleurs une association là, Bomoko et la commune à Kinshasa. Et nous voulons vraiment que ces liens-là soient très resserrés pour que notre commune puisse aller de l'avant. Je demande à ma population de toujours m'accompagner dans notre lutte là contre l'insalubrité, contre l'insécurité. Madame, pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous êtes en dehors de la commune de Kinshasa, du moins quand je suis arrivé à la tête de la commune, on vous pose la question, vous habitez quelle commune? Dites, j'habite la commune de Kinshasa. Tout de suite, on vous dit, vous habitez la commune la plus sale de la capitale. Cette parole-là m'a toujours révolté. Je l'ai inculquée dans ma population. Elle a révolté la population de Kinshasa. C'est pourquoi aujourd'hui, elle est en train de se réveiller. Et je demande justement à cette population de continuer comme ça, là, de nous soutenir dans cette lutte-là pour que nous puissions changer cette image que les gens se font de notre commune, que les gens puissent changer de langage. Commune à Kinshasa, commune la plus propre de la capitale. C'est ça notre objectif. Comme à l'église, amen. Alors, nous allons souffler, Excellence, nous allons aller du côté de la régie. Papa Freddy, vous avez suivi l'actualité avec nous cette semaine qui était marquée par ce phénomène d'enlèvement. Il y a eu quelques malfrats qu'on a arrêtés. Alors, nous allons suivre ce reportage et puis on va venir prendre votre commentaire. Après 2 jours de poursuite de l'instruction contre le 27 criminel arrêté pour l'enlèvement et vol à main armée à Kinshasa, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné ces malfrats à la peine de mort et les a infligés de payer les dommages et des intérêts évalués à $20 000 aux parties civiles pour le préjudice causé. Du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal congolais, dit établi en fait comme en droit l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge des prévenus Ngala Lomana alias Big Boy Bidou, Betofé Eloy alias Anthony, Niati Mamboa de l'agence alias Fashion, Simba Kibangulu
bienvenue. Zunzi Mabiala, alias Mala, Okanda Kinumbi Sam, Lebeni Yabuila Eliana, Mbangina Beto Betope, Hervé et Toumba Kongolo Honoré. En conséquence, condamne chacun à la peine de mort. Les tribunaux de grande instance Kinshasa-Gombe a par la même occasion annoncé la poursuite du procès contre les policiers qui seraient de mèche avec ces bandits. Il s'y est de rappeler que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, avait assisté personnellement à cette audience foraine. Voilà. Maître Bienvenu Mbalibi, vous avez suivi avec nous. C'est l'actualité qui est en train de battre son plein ces derniers temps dans la capitale, les enlèvements. Quel est votre mot, vos impressions par rapport à cela? Madame, c'est la désolation. C'est la désolation parce que la constitution de notre pays dit que la vie humaine est sacrée. Mais lorsqu'on voit des personnes qui se permettent les luxes, d'abord d'enlever et même de tuer des personnes, simplement pour avoir de l'argent et ainsi de suite, ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mais là, j'ai dit coup de chapeau à nos services. D'abord, la police qui a tout fait pour mettre la main sur ces inciviques-là, mais aussi la justice qui s'est saisie du dossier pour arriver à condamner ces personnes-là. Ces personnes qui ne respectent pas la loi, qui ne respectent pas la vie humaine et qui décident pour leurs intérêts égoïstes de mettre terme à la vie des gens, soit de priver la liberté à certaines personnes jusqu'à ce qu'elles vont donner de l'argent. Je salue vraiment la bravoure de notre justice qui a pris l'ultime décision de condamner ces personnes-là à la peine capitale. D'accord. Je salue vraiment notre justice par rapport à ça. Vous êtes avocat, je précise, vous saluez la bravoure de la justice, mais le chef de l'État, vous l'avez suivi cette semaine, a dressé son bilan. Il a dit qu'il était écœuré de notre appareil judiciaire. En tout cas, pour lui, c'est cet appareil judiciaire qui n'a pas marché durant son mandat. Aujourd'hui, c'est vrai, on a vu le procès télévisé et tout ça, la sentence. Mais est-ce que demain, par rapport à ce que le chef de l'État a déploré également, on ne va pas voir ces gens-là sortir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement que la justice puisse marcher et élever notre nation? Merci madame pour la question. Ça, c'est un problème très épineux. J'ai donné mes impressions par rapport au procès des kidnappeurs là. Mais le chef de l'État, le magistrat suprême, le premier citoyen de la République démocratique du Congo, a fait son constat. Il est le magistrat suprême, c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui les révoque. Donc, il a la température de notre justice plus que moi, bien que je sois avocat. Et le chef a donné ses impressions, ce qu'il a constaté de notre appareil judiciaire. Je respecte l'impression du chef. Vous pensez vraiment que le chef de l'État, magistrat suprême, je le répète, peut, sur le plateau de la télévision, avancer, tenir de tels propos sans avoir des éléments et des preuves? Moi, j'ai eu pitié de lui quand il le disait. Je me dis... Il a toute la volonté du monde pour que les choses aillent pour le mieux. Depuis qu'il est là, on sent tous les efforts qu'il est en train de fournir, de consentir pour que l'appareil judiciaire de notre pays puisse bien marcher. Donc, il a fait un constat malheureux que malgré tous ces efforts-là, il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de l'appareil judiciaire. Il y a des magistrats qui n'arrivent pas à s'adapter à ce rythme-là. Et le chef a été très malheureux par rapport à ce constat qu'il a fait là. Donc il faudrait des réformes. Oui, il faudra des réformes,
Et les réformes sont en cours, vrai, mais aussi des sanctions. Oui, des sanctions contre ce magistrat. Nous avons suivi dernièrement par rapport à ce procès, avant que le procès ne commence. Nous avons appris qu'il y a des magistrats, militaires ou civils, je ne sais plus, qui ont accordé la liberté provisoire à quelques-uns de ces malfrats-là. Mais ils sont traqués, ils sont poursuivis. Je crois qu'ils sont même sanctionnés disciplinairement. Donc, s'il y a des sanctions pour ceux des magistrats qui ne marchent pas selon la vision du chef, s'il y a des sanctions, je crois que les choses pourront bien changer. Vous êtes sûr et certain que les choses vont changer? Les choses vont changer, oui, s'il y a des sanctions. Mais si il n'y a pas de sanctions, on va continuer. On le voit aujourd'hui arrêté et demain libéré et tout ça, et la vie continue. Les textes existent pour sanctionner. C'est question qu'on les mette seulement en pratique, qu'on puisse appliquer ces textes-là. Quand vous prenez par exemple la loi portant statut des magistrats, il y a des sanctions qui sont prévues là-dedans. C'est question qu'on puisse les appliquer pour ceux des magistrats qui ne vont pas respecter la vision du chef et qui ne vont pas se mettre au pas de danse. Mais je crois que si ces sanctions sont appliquées, les choses pourront bien marcher. D'accord. Alors, c'est vrai que, permettez-moi de poser cette question, vous êtes avocat, lorsqu'on dit peine des morts, est-ce que ça existe chez nous en RDC? Oui, les textes. On va voir ces gens-là être exécutés devant tout le monde, ou ça se passe comment? Les textes existent. Les codes pénals prévoient cela, la peine capitale, la peine de mort. Maintenant, l'exécution, c'est là où il y a le problème. Dans notre pays, il y a un moratoire, mais qui date de beaucoup d'années, un moratoire après lequel la personne condamnée à mort n'est pas exécutée. Ah, ok. N'est pas exécutée. On a prononcé la sentence. Peine de mort, donc on ne va pas les exécuter comme on voit dans le film et tout ça. Non, on ne va pas exécuter, mais on peut commuer cela en peine à perpétuité. C'est-à-dire une prison à vie. Une prison à vie, parce qu'il y a le moratoire là. Mais si aujourd'hui, le moratoire est levé et que les textes restent comme tels, on va les exécuter. Mais comme il y a ces moratoires-là, on ne sait pas exécuter cette peine capitale-là. Mais ces personnes-là vont subir la peine à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Ils vont rester dans la prison à vie. Espérons que ça sera le cas. Nous espérons bien, mais il y a quand même des exceptions. Le chef de l'État peut accorder la grâce présidentielle. Avec de telles personnes, grâce présidentielle. Bon, ça peut toujours arriver. Non, mais non. Quelqu'un qui tue, quelqu'un qui enlève votre frère et sœur, grâce présidentielle. Non, je ne pense pas que le chef de l'État le fera. Voilà. Alors, monsieur le bourgmestre, nous allons parler du processus électoral. Vous êtes congolais. Hormis vos fonctions de bourgmestre, le train est en marche. Avec le tractation qui est à gauche, à droite, vous avez suivi Martin Fayulu qui réclame les territoires qui sont occupés, où il y a la guerre. Sans ces territoires, il ne va pas aux élections. Martin Fayulu, un jour, se réveille, qui dit, lui, ne participe plus. Il demande à ce qu'il y ait révision du fichier électoral. Les 4 autres, comme les Matataponio et tout ça, c'est-à-dire des tractations, il y en a de partout. Et jusque-là, la CENI a lancé, comment on appelle ça, le dépôt de candidature. On ne voit pas l'engouement. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y aura élection? En tout cas, moi, je crois dur comme fer qu'il y aura élection. Parce que le chef de l'État avait promis d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et le calendrier électoral a été publié. Nous voyons la CENI respecter ce calendrier. Parce qu'il a ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures depuis, je crois, 2 semaines déjà. Depuis le 26. Depuis le 26 juin. Mais il y a un engouement, madame. Il y a un engouement, c'est vrai. Lorsque vous considérez même les cycles électoraux passés, c'est toujours comme ça là. Les gens attendent les derniers jours pour commencer à courir. Moi, je suis bourgmestre, je suis à la commune, je vois comment les gens sont en train de venir chercher les attestations de naissance, les certificats de bonne conduite, vie et mœurs pour aller déposer leur dossier. Donc, je crois, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, que les élections vont se tenir dans les délais
malgré tout ce qui se raconte, malgré que ainsi le de parti suite. prenante ne s'accorde pas. Bon, vous parlez de parties prenantes. Il y a certains Congolais qui disent qu'ils ne vont pas participer à cause de telle situation. Mais je vais vous rappeler qu'en 2006, l'UDPS, qui était le plus grand parti d'opposition à l'époque, avait refusé de participer au processus électoral. Mais les élections ont eu lieu sans l'UDPS. On l'appelait la fille aînée de l'opposition. Elle avait un ancrage à la population congolaise, mais elle n'a pas participé. Mais cela n'a pas empêché que les élections se tiennent. Alors, je ne vois pas pourquoi on va utiliser la politique de 2 poids 2 mesures. Si aujourd'hui il y a une frange des leaders politiques qui disent qu'ils ne vont pas participer et qu'on puisse annuler le processus électoral, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que vous pensez que la CENI a suffisamment de moyens pour organiser ces élections? C'est à la CENI de dire si elle n'a pas suffisamment de moyens. Elle est en train d'avancer certaines raisons et tout ça. Mais c'est la même CENI qui a ouvert les bureaux de réception des traitements des candidatures. Les gens sont en train de regarder avec 2 yeux là. Il faut voir, est-ce qu'il y aura élection, est-ce qu'il n'y en aura pas. Il y a d'autres opposants qui demandent les dialogues. Donc là, ça devient un peu compliqué. On regarde et on se dit, est-ce que ça va se faire ou pas? S'il m'était demandé de prodiguer un conseil au chef de l'État aujourd'hui, je dirais non, qu'on respecte les délais constitutionnels. Vous savez, en 2016, on devait avoir les élections, mais à cause justement de ces tractations, nous sommes allés jusqu'en 2018. Est-ce qu'il faut que chaque fois qu'on organise les élections, qu'il y ait d'abord les dialogues, qu'on procède à un partage de pouvoir et puis les glissements et ainsi de suite? Non, nous devons arriver à imiter les autres États modernes qui, dans les délais constitutionnels, organisent les élections. Et c'est ça la volonté du chef de l'État. Il tient à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais il y a certaines personnes habituées justement à des dialogues, ainsi de suite, qui veulent qu'on puisse encore faire des dialogues. Puis les glissements. Nous voulons que les élections se tiennent dans les délais. D'accord. Les élections se tiennent dans le délai. Alors, monsieur le bourgmestre, vous savez que la RDC venait de célébrer ses 63 ans. Il y a à peine un mois. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est indépendant? Avec les 63 ans d'indépendance, qu'est-ce que le Congolais en ont fait si nous voyons sur le plan d'éducation, sur le plan de l'économie, sur le plan social du peuple? Est-ce qu'on peut se dire que ça va? Où il y a à faire? Ça va. Ça ne va pas trop bien. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça va. Sur le plan de l'éducation, par exemple, à l'indépendance, on avait combien d'universitaires dans notre pays? Aujourd'hui, on en a combien? C'est-à-dire qu'il y a des grandes avancées qui ont été faites sur ce plan-là. Sur le plan économique, nous avons notre monnaie à nous. Qui a un problème. Aujourd'hui, le dollar, c'est à combien? On ne sait plus. Ce n'est pas seulement notre monnaie qui a de problème. Quand vous scrutez à travers le monde, il y a des problèmes. Marché, vous ne savez pas acheter une sardine, là, c'est compliqué. Le pain, ça prend de l'ampleur, là. Madame, vous savez que notre pays est en guerre. Oui. Et cette guerre qui nous est imposée demande combien par jour? Quelle est la somme que le gouvernement débourse chaque jour pour soutenir cette guerre-là? Mais ça doit avoir un impact sur le plan économique, madame. Il faut que vous, journalistes, que vous puissiez organiser des émissions pour expliquer à la population est-ce qu'on budgétise la guerre? Non, la guerre, c'est quelque chose qui est imposé. Il faut expliquer, mais la population sait également que nous avons un budget de combien? Nous avons quelle population? Nous avons un budget. Nous avons quelle population, madame, aujourd'hui? Vous les expliquez, ils vous disent, mais plus de 100 millions, un budget de, plus de 100 millions d'habitants. On ne sentait pas tout ce qu'on sent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 16 millions. C'est pas vrai. Moi, je ne veux pas entrer dans ces considérations-là, mais si je dis, si nous rentrons par exemple en 2001, en 2001, quelle était la parité entre les dollars et le franc congolais? C'était pas comme aujourd'hui, là. Mais je vous dis que nous avons des problèmes dans notre pays. Nous avons des problèmes. Cette guerre qui nous est imposée injustement,
sur le plan économique, a des répercussions. Mais on avait aussi, on était en guerre, non? En 2001, il y avait des tractations à l'Est, là, tout ça. Mais je vous dis, mais en 2001, $1 valait combien? Déjà, en ce moment-là, ça valait combien? Mais au fur et à mesure qu'on avançait, notre monnaie ne faisait que se déprécier. Ce n'est pas seulement en 2023 ici, non. Mais apparemment, c'est chaque jour. Là-bas, c'était peut-être que vous pouvez rester pendant 2 ou 4 mois. Il n'y a pas le dollar qui faisait ceci ou cela. Mais aujourd'hui, c'est vous vous réveillez le matin, vous laissez le taux à 23, le matin 27. Pendant cette période ici, pendant cette période ici, jusqu'au mois de décembre, on a eu beaucoup de mois ici où il y avait la stabilité. Il y avait la stabilité, malgré cette guerre-là, le gouvernement faisait tout. Mais vous savez, à cause de cette guerre, nos matières premières sont en train de sortir du pays. À cause de cette guerre. Ce qui nous aidait, ce qui faisait la force de notre économie, aujourd'hui est en train d'être épié, madame. Mais aujourd'hui, nous produisons aussi, il faut le dire, il n'y a rien qui est produit au Congo. Comment rien? Comment rien, madame? Il ne faut pas faire de telles affirmations. D'acheter même le maïs dans le pays voisin. Nous produisons. Mais il faut dire plutôt que la quantité que nous produisons ne répond pas totalement aux attentes de la population. Ça, je peux comprendre. Mais dire que nous ne produisons rien, non. Sinon, on serait mort aujourd'hui. Sinon, on serait mort aujourd'hui. Et ça, c'est juste une situation conjoncturelle. C'est pendant une période, il y a eu rareté de maïs. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Parce qu'on est en train de produire. Parce qu'on est en train de produire, sinon ça serait catastrophique si on ne produisait pas, madame. Ok, donc ça va passer cette période. Oui, ça va passer. On espère mieux. Ce sont des fluctuations et des situations passagères, ça va passer. Ça va passer. Mais le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, est en train de fournir de sérieux efforts pour que la situation puisse changer. Ça va passer. Ça, rassurez-vous, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Bon, on ne va pas arriver au mois de décembre où vous trouvez $1 à 100 000 francs. Je ne dis pas jamais, mais je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Parce que les efforts sont en train d'être fournis. C'est vrai que ça peut s'inscrire dans la durée, mais les résultats seront là. D'accord. Alors, monsieur le bourgmestre, vraiment, nous sommes en train de chuter. Alors, nous revenons dans la commune de Kinshasa. Est-ce que vous avez un souhait à émettre par rapport à votre commune, votre juridiction? Madame, mon souhait le plus ardent, c'est de voir notre commune changer de physionomie. Et pour que cette commune change de physionomie, en dehors des stratégies que nous mettons sur pied, il faut des moyens. Il faut des moyens. Et là, nous frappons vraiment à la porte de nos autorités, tant au niveau de la ville qu'au niveau central, pour nous venir en aide. Je vous ai dit tout à l'heure là que la commune de Kinshasa a la malchance de recevoir des gens qui viennent d'autres communes, mais qui viennent lui laisser pratiquement tous les déchets, ainsi de suite. Ça, c'est une donne qui doit être prise en compte par nos autorités pour nous venir en aide afin que nous puissions changer un peu la physionomie de notre commune. Vous avez besoin exactement de quoi? Par exemple, pour lutter contre l'insalubrité, il faut qu'on vous donne quoi? L'autorité de tutelle. Mon souhait le plus ardent, c'est qu'on puisse nous doter des engins. Aujourd'hui, si nous avons par exemple des camions bennes, des véhicules bennes, nous avons une tractopelle, un tracteur qui nous aide à évacuer ces histoires-là, mais la commune va changer. C'est un souhait que nous formulons. Mais déjà, avec des petits appuis qui nous viennent de l'hôtel de ville, nous sommes en train de lutter pour que nous puissions changer tant soit peu l'image de notre commune. Donc, mon souhait le plus ardent, c'est que ma commune puisse changer. Et là, je lance un message à ma population pour me soutenir, comme elle a toujours fait, qu'elle continue à me soutenir dans cette lutte-là, afin que nous puissions redorer l'image de notre commune. D'accord. Maître Bienvenu, vous avez dit que vous avez déjà combien de mois à la tête de cette commune? 6 mois à la tête de la commune. Si on devait faire le bilan, qu'est-ce que vous direz? Votre bilan, le bilan est positif ou négatif? Moi, j'aurais souhaité que ce soit ma population qui fasse ce bilan. Vous pouvez voir aujourd'hui, vous savez, le chef de l'État a fait son bilan, il a dit tel endroit, ça ne va pas. Ici, là, je me réjouis.
Voilà. Moi, je dis que dans l'ensemble, je l'avais dit, dans l'ensemble, je me réjouis parce qu'il y a cet élan-là qui est en train de naître dans ma population, ce qui n'était pas possible 6 mois avant. Mais aujourd'hui, la population est en train vraiment d'intérioriser notre politique à nous. Et c'est déjà quelque chose de bien. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, on peut dire que le bilan, c'est à moitié. Oh oui, c'est un bilan mitigé. Il y a un grand effort qui a été fourni, mais il y a aussi un grand travail qui reste à faire. Voilà. Que Dieu vous donne la vie, une longue vie, pour faire ce grand travail. C'est ma prière de tous les jours. Que Dieu me garde en vie à la tête de la commune de Kinshasa, pour que les jours qui viennent puissent être meilleurs pour cette commune-là. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, je suis temps déjà avec cette émission. Je rappelle que je reçois pour vous le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi. C'est avec lui que nous sommes en train de parler. Alors, Maître, je vous donne l'opportunité de regarder la caméra qui est juste devant vous et de vous adresser à votre population de la commune de Kinshasa et également aux autorités pour qu'on termine. Merci, madame. Je commencerai d'abord par remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu jeter son dévolu sur ma modeste personne pour présider aux destinées de la commune maire de Kinshasa. Je lui dis sincèrement merci. Je dis merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Vilambaka, qui a bien voulu signer la mise en service sans laquelle je n'allais pas commencer à travailler. À toutes ces autorités, je dis merci et je leur demande de continuer à me faire confiance à la tête de la commune de Kinshasa, de m'accompagner dans la lutte que j'ai contre l'insalubrité et l'insécurité dans cette commune-là et pour le développement de cette commune. La population de la commune de Kinshasa, je dis merci pour l'accompagnement pendant les 6 mois déjà que j'ai passé à la tête de la commune, mais il y a beaucoup à faire. Ensemble, les papas, les mamans, les jeunes de la commune de Kinshasa, je vous demande de m'accompagner dans cette lutte pour que nous puissions changer l'image de notre commune. Beaucoup de gens disaient que c'était la commune la plus sale. Aujourd'hui, les langages commencent à changer. Et mon souhait le plus ardent est qu'ensemble avec vous, la population de la commune maire de Kinshasa, que nous puissions vraiment changer totalement cette image-là et que les gens puissent changer aussi de langage en disant « Ah, la commune mère, la commune la plus propre de la capitale de la ville de Kinshasa ». Donc, je vous demande de suivre toutes les instructions des autorités de la ville, notamment en ce qui concerne la lutte contre la nuisance sonore. Surtout ça. La nuisance les sonore. Bars, oh oui, les bars, les églises et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un grand effort qui est fourni. Et là, je salue vraiment le civisme des habitants de la commune de Kinshasa qui ont compris cela et qui respectent les mots d'ordre. Mais vous savez que dans toute société, les canards boiteux ne manquent pas, les brebis égarées ne manquent pas. À toutes ces personnes-là, je demande de bien suivre les instructions des autorités et la politique de l'autorité communale que je suis pour que notre commune puisse aller de l'avant. Je vous salue tous, partout où vous êtes, à travers tous les 7 quartiers de notre commune, commune maire de Kinshasa, et je vous souhaite les meilleures choses du monde. Je dis Amen à leur place. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je le disais tout à l'heure que j'ai reçu pour vous Maître Bienvenu Mbalibi, qui est le bourgmestre de la commune de Kinshasa, la commune mère. La commune mère. Voilà, comme on l'appelle. Alors, nous avons parlé de la politique mise en place pour lutter contre l'insécurité et l'insalubrité, qui est son cheval de bataille depuis 6 mois qu'il est à la tête de cette commune. Vous l'avez suivi. À la population de la commune de Kinshasa, il vous dit merci de l'accompagner. Et puis, fidèles téléspectateurs, par ce mot que nous mettons un point final à cette émission, on se retrouve très prochainement avec un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci à mon équipe technique. Merci à toi, Freddy Vuzantoko, le réalisateur.
Merci à Andric Capange, merci à Obed, merci à Papa Freddy du côté de la régie et on se retrouve très prochainement. Bye bye.